Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Emma, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Comme suite à l'épisode précédent, j'aimerais aborder cette fois-ci une théorie du docteur James Carse, encore peu connue. Je vais en faire application dans le domaine de la gestion et de la planification patrimoniale et successorale, ce qui est plutôt inédit. Ça va se faire en 3 parties. D'abord, un exposé de la dite théorie. Ensuite, on va situer l'état dans tout cela. Et enfin, nous allons voir l'impact direct et indirect sur toi. Cela te convient? Alors c'est parti. La théorie des jeux. Paru en français en 1988 aux éditions du Seuil, le livre intitulé « Jeux finis, jeux infinis, le pari métaphysique du joueur » est un essai faussement simple de l'américain James Carse. Pour te résumer ce livre et sa théorie des jeux, je me suis basée sur les excellents blogs que je t'invite d'ailleurs à découvrir, coincéchez-nous.unblog.fr, michaelecanville.com et révolution-lente.cohérence.org, dont je cite ici de larges extraits. Selon le docteur Carse, la vie est composée de 2 types de jeux. Les jeux finis et les jeux infinis, auxquels nous jouons tous forcément. Bien que cela puisse paraître évident, dit l'auteur, il convient de souligner que le terme « jeu » tel qu'il est utilisé ici ne signifie pas simplement « jouer ». Le jeu, dans cette discussion, est une métaphore pour un certain nombre d'engagements humains complexes, dès lors qu'ils prennent un caractère compétitif ou coopératif. Un jeu fini se joue pour gagner, un jeu infini pour continuer à jouer. La famille, l'école, l'amitié, la séduction, l'entrepreneuriat, le salariat, la formation, la négociation, l'investissement, etc. sont tous des jeux. Dès qu'il y a une interaction entre au moins 2 personnes, un jeu existe. Mais faut-il les aborder comme des jeux finis ou comme des jeux infinis? That is the question. Là est l'enjeu. En effet, les règles d'un jeu infini sont comme la grammaire d'une langue vivante, alors que dans un jeu fini, elles sont comme les règles d'un débat. Dans le premier cas, on observe les règles comme un moyen de continuer à parler ensemble. Dans le second, on les observe comme un moyen de mettre un terme au discours de l'autre. Les joueurs du jeu fini jouent à l'intérieur des limites, les joueurs de l'infini jouent avec les limites. Allons plus en profondeur. Le jeu fini est défini par des frontières extérieures objectives. Il a un début et une fin établis. Il est conçu pour parvenir à une conclusion. Il se termine quand un joueur gagne. Par exemple, un match de football est un jeu fini. Dès que les joueurs sont sur le terrain avec leur tenue, ils acceptent tacitement les règles qui sont explicites et connues par tous les participants ainsi que l'audience. En conséquence, le jeu fini est un jeu de performance
sur une durée délimitée dont les règles ne peuvent pas changer au cours du jeu. Aussi, si cela arrive, cela signifie que le jeu fini est terminé et qu'un nouveau jeu fini commence. Seule la victoire apporte la satisfaction aux joueurs du jeu fini qui acquièrent alors un titre quand ils gagnent. À l'opposé, il y a le jeu infini qui est paradoxal par essence. Le jeu infini est défini par des critères intérieurs et subjectifs du joueur qui le joue. Il n'a donc pas de frontières. Son début est difficilement identifiable et il ne connaît pas de fin. Les règles peuvent changer en cours de jeu. Elles doivent notamment changer lorsque l'on constate que le jeu risque de se finir en aboutissant à la victoire de quelqu'un. La satisfaction du joueur infini repose dans le plaisir intrinsèque de jouer le jeu. Le jeu infini ne doit en effet jamais se finir. Les joueurs de l'infini continuent de jouer dans l'espoir d'être surpris. Une surprise dans le jeu infini, c'est le triomphe du futur sur le passé. Le joueur de l'infini n'espère pas seulement être amusé par la surprise, mais être transformé par elle. Et puisqu'on peut jouer à des jeux finis à l'intérieur d'un jeu infini, les joueurs de l'infini ne refusent pas des rôles du jeu fini. Ils saisissent l'abstraction des jeux finis comme abstraction et, dès lors, ne les prennent pas non plus avec sérieux, mais en se jouant. Une surprise provoque la fin d'un jeu fini, elle est la raison de la poursuite du jeu infini. Les joueurs infinis ne cherchent pas la compétition avec les autres. Leur véritable compétition est contre eux-mêmes. Ils jouent leur meilleure partie parce qu'ils prennent du plaisir dans le jeu. L'enjeu du joueur infini, c'est de toujours s'améliorer ou de faire plus. Sa stratégie et sa finalité sont donc de continuer à jouer quoi qu'il arrive. En somme, la vie est faite de jeux selon cet auteur. À chacun de les aborder comme il veut. Celui qui aborde la vie comme un jeu fini se prépare pour des règles fixes et des jeux à somme nulle. Dans ce cas, il adopte une vision basée sur un instant et sur la rareté. Par contre, celui qui aborde la vie comme un jeu infini se forme en continu pour s'adapter à l'inconnu. Il joue des jeux à long terme et à somme positive. Dans ce cas de figure, il adopte une vision basée sur l'avenir et la disponibilité. Or, lorsqu'on est attentif, on peut constater que de nombreuses situations de la vie peuvent être abordées comme des jeux infinis. Il convient donc d'adopter l'état d'esprit approprié pour pouvoir jouer au mieux et le plus longtemps possible. Maintenant que cette théorie est exposée, tu te demandes sûrement où est le lien avec la gestion du patrimoine et qu'est-ce que ça vient faire dans un podcast sur la planification patrimoniale et successorale. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la partie suivante de cet épisode. L'état maître de jeu du jeu infini. Où que tu te trouves dans le monde, si tu peux écouter ce podcast, c'est que tu te trouves dans un état. Un état démocratique, théocratique, monarchique, peu importe. Or, par principe, ce qui caractérise toujours l'État, c'est sa souveraineté absolue, perpétuelle et indivisible. Je n'ai pas besoin de te décrire le pouvoir et la puissance brute de l'État, tu les connais aussi bien que moi. Dans l'absolu, ça va du pouvoir d'appliquer la peine de mort à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en passant notamment par le prélèvement des impôts, la politique des naissances, exemple la Chine avec sa politique de l'enfant unique, le pouvoir exorbitant de droit commun dans les relations avec l'administration, l'obligation vaccinale, l'établissement de lois à temps et à contre-temps, le service militaire obligatoire, le droit au mariage. Par exemple, on voit que
Dans certains États, il y a la possibilité ou l'interdiction du mariage homosexuel, polygame ou polyandre, le pouvoir exclusif de lever une armée, de battre monnaie, etc., etc. Bref, pour moi, l'État est le joueur par excellence du jeu infini. Mieux, l'État jouit du jeu infini. Il était là avant toi et moi, et il sera encore là après nous. Et malgré nous, que l'on en soit conscient ou pas, nous sommes entraînés dans son jeu infini. Toi, ton patrimoine et l'État. Partant du postulat que cette théorie a une certaine réalité, on le voit clairement. Bon gré, mal gré, face à l'État, les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, sont entraînées dans un jeu infini. C'est en tout cas la lecture que je fais ici. L'auteur James Carse le dit lui-même. Les entreprises, par exemple, ne sont pas seulement en concurrence les unes avec les autres, mais elles sont elles-mêmes des populations d'aspirants, chacun essayant de supplanter l'autre, chacun luttant pour des revenus et des titres plus élevés. Et c'est pareil pour les particuliers. Du coup, tant qu'à faire, pourquoi ne pas jouer en pleine conscience toi aussi? Il paraît que quand la vie nous donne des citrons, il faut en faire une citronnade. C'était la punchline du jour. En tout état de cause, certaines entreprises l'ont fait. Elles ont réussi à lire le jeu et à se mettre au même niveau que l'État pour y jouer. Il s'agit des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et autres grosses multinationales. Il y a aussi des individus qui l'ont fait, notamment des célébrités. Je te laisse deviner lesquels. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que j'approuve leurs méthodes, qui sont très critiquables et parfois illégales même. Loin de là. Je dis que face à l'État, il y a des outils, des moyens, des méthodes que lui-même, l'État, met à notre disposition. Utilisons-les, dans le respect des lois et normes en vigueur, bien entendu. En matière patrimoniale, nous y sommes, cela touche à la question de l'optimisation et de la stratégie. Par optimisation, j'entends respecter la loi tout en préservant au maximum ses intérêts. Et par stratégie, j'entends organiser et conduire un ensemble d'opérations prévisionnelles et coordonner des actions. Pour cela, qui de mieux qu'un planificateur patrimonial multidisciplinaire? Et quel autre premier pas que de faire ton bilan patrimonial complet? Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions? Mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.